Projet qui était en cours, mais qui ne l'est plus maintenant. Ça, c'est vous qui le dites. Non, je souhaite que ce soit effectivement un cauchemar dont les Sénégalais, disons, se sont départis et que maintenant nous pensons, nous avançons sur les vrais enjeux du développement de notre pays. Moi, ça me fait mal que des interviews tournent autour de la dévolution dynastique de cette... Il y a quelque chose. L'évolution dynastique cache aussi un autre débat, le débat sur les institutions. Oui. Nous voulons justement, en faisant le bilan de ce qui est arrivé, que ça n'arrive plus jamais. Que demain, Cheikh Tidiane Gadio, président, que son fils ou sa fille ou ses filles ne soient pas un problème pour le Sénégal. Qu'ils soient des citoyens comme tous les autres, respectent la constitution de leur pays et ne se mêlent pas des affaires de l'État. D'accord. Ils ont des ambitions politiques, qu'ils attendent que leur père termine son mandat et qu'ils se mettent à apprendre la politique à la base, à militer, à gravir les échelons, et demain ils auront toutes les prétentions qu'ils voudront. Mais ils ne s'appuieront pas, ils ne se mettront pas sur les épaules de papa pour venir attaquer. Mais revenons quand même sur, revenons à la question. Je veux dire, vous êtes conscient que vous avez peut-être une épreuve difficile à surmonter devant les Sénégalais. Je faisais allusion à cette longévité dans le gouvernement libéral. Je vous ai dit que quand les gens vous félicitent d'avoir fait 9 ans, comme ils disent, 9 ans et demi sans scandale, sans être mêlés à aucun problème, les femmes de mon mouvement des milieux populaires disent ministre zéro faute. Ministre 9 ans et demi, sans scandale, vous n'avez été accusé de rien. Vous avez servi votre pays dans l'honneur et la dignité. Mais Omar, il sera très difficile pour quelqu'un de me faire regretter d'avoir fait ce service à mon pays. Si c'était à refaire, c'est ce que je dis aux amis, si sachant ce que je sais aujourd'hui, peut-être qu'il y a des choses que j'aurais changées, c'est clair. Mais si c'était à refaire en ayant les mêmes connaissances du processus de l'alternance en 2000, j'aurais accepté encore de servir mon pays au niveau de cette responsabilité. Et je ne suis pas le seul. Combien de membres de l'opposition ont été des ministres d'Abdoulaye Wade ou Premier ministre d'Abdoulaye Wade? Wade a travaillé avec les socialistes quand il était dans l'opposition. Et pas aussi longtemps que vous. Mais est-ce que c'est une question de durée ou une question d'efficacité et de rendement dans l'intérêt du Sénégal? Est-ce que c'est une question de servir avec honneur et dignité l'État, ou est-ce que c'est une question de oui, vous avez eu un long compagnonnage? Et puis je vous l'ai dit, Omar, je le maintiens, le président Abdoulaye Wade n'est pas un tout négatif ou un tout positif. Il n'y a aucun être humain qui est un tout négatif ou un tout positif, c'est pas vrai. Il a fait de bonnes choses. Il a fait des choses moins bonnes, et il a fait des choses qui sont tout à fait inacceptables. Mais sous ce rapport, encore une fois, la diabolisation actuelle et le fait de pousser le président jusqu'à ses derniers retranchements, je ne fais pas partie de ce combat-là. Mon combat porte sur les institutions. Pourtant, il n'est pas personnel. Oui, mais vous êtes très dur quand même, très acerbe dans votre discours à l'endroit du président et du régime de façon générale. Est-ce que peut-être cette longévité-là dont je parlais tout à l'heure ne devrait pas vous pousser à tempérer un peu ce discours? Même pas. Même pas, parce que ce sur quoi on est d'accord, le président et moi, je continue de dire que nous sommes en totale phase sur le panafricanisme, sur les États-Unis d'Afrique. Le président voulait créer un système économique basé sur les infrastructures, sur l'éducation. C'est absolument mon sentiment. J'ajoute bien entendu l'agriculture. Le président a essayé, avec la Guana, etc. Il y a eu de bonnes choses, il y a eu de moins bonnes choses et tout. Mais nous allons faire les choses différemment. Nous avons acquis 9 ans et demi d'expérience, Omar, au service de notre pays. Et vous ne semblez pas sensible à ça, mais moi je suis sensible à ça, au fait que pendant 9 ans et demi, quelqu'un a pu gérer un département ministériel avec un budget consistant et important, et qu'il est sorti de cela, non seulement indemne, mais il est sorti de cela avec le bonheur et le plaisir d'être non seulement félicité par ses compatriotes, mais félicité pour avoir travaillé et géré un département avec intégrité, avec sens de l'honneur, avec le sens de la dignité. Comment est-ce que quelqu'un peut me demander de regretter cela? Je ne le ferai pas. Même si j'avais fait les 12 ans avec Abdoulaye Wade, 12 ans de son mandat. S'ils n'ont pas de divergence, je ne vais pas inventer de divergence. Mais quand nous avons eu des divergences, le président sait comment nous avons géré cette divergence ensemble jusqu'à la rupture. Et quand il y a eu la rupture, pendant 8 mois, 9 mois, j'ai observé une période de retrait. Et beaucoup de choses que je ne dirais pas encore aux Sénégalais m'ont contraint à reconsidérer la situation et à accepter de m'engager maintenant sur le terrain politique. Vous savez, quand j'ai quitté 2 semaines après, parce que moi je ne suis pas le genre de ministre qui quitte un gouvernement et qui devient un chômeur chronique
et qui voyage en avion première classe et qui vit dans des hôtels 5 étoiles. Quand j'ai quitté le gouvernement, 2 semaines, les témoins sont là, les cabinets de notaires, j'ai ouvert mon cabinet international de consultation. Et je vis de mon travail. Donc je n'avais aucun problème. Bien entendu, il y a eu des offres pour revenir dans le gouvernement et tout ça, ça ne m'a pas intéressé. C'est une affaire qui appartenait à mon passé. Donc vraiment, il y a des choses qui appartiennent à mon passé. Moi, je veux parler de l'avenir. Je veux parler du Sénégal. Je veux parler du Sénégal qu'on veut construire. Les gens s'évertuent. Et ça, honnêtement, c'est souvent les détracteurs politiques, les adversaires, etc. Ils n'ont que ça comme argument par rapport à moi, la longévité. La longévité peut être positive comme elle peut être négative. Dans ce cas-ci, je pense que la longévité a été excellente, elle a été positive pour moi, elle m'a appris beaucoup de choses. Et je sais beaucoup de choses par rapport à la gestion de l'État et de la gouvernance. Et je promets aux Sénégalais, qui pour l'essentiel, encore une fois, à 99%, n'ont pas ce genre de préoccupation par rapport à moi. J'ai vu des paysans de Darou Mousti me dire que quand nous avons eu des problèmes de tracteurs bloqués en Inde, quand vous avez fait une mission, les tracteurs ont été débloqués. Quand nous avons eu des problèmes de transport à Dakar, les bus de Dakar Demdik bloqués, vous vous êtes rendu en Inde, vous avez débloqué ce problème. Nous vous remercions. Mais écoutez, quand vos compatriotes gardent même dans leur mémoire les actes positifs que vous avez posés, pourquoi après on devrait vous contraindre à dire oui, mais vraiment je regrette? Je ne regrette pas. Je ne regrette pas d'avoir servi mon pays, encore une fois, avec honneur et dignité. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous étiez en première ligne dans le combat contre la candidature du président Wade, le combat international, je veux dire, cette campagne qui a été menée récemment? Est-ce que c'est concevable pour quelqu'un qui a peut-être porté et défendu la vision de cet homme-là? Porter et défendre la vision de cet homme, encore une fois, tu insistes, moi aussi je vais insister, porter et défendre la vision de cet homme sur les États-Unis d'Afrique, sur le plan Oméga, sur les infrastructures, sur l'éducation. Je n'ai jamais porté la vision de cet homme sur des questions d'évolution dynastique, d'affaissement des institutions dans mon pays. D'accord. Et non, j'arrive, là c'est important. Et aussi de candidature à l'élection. La contradiction, c'est quand quelqu'un est d'accord que le président Wade ait un 3e mandat, et parce qu'il est passé à l'opposition, il n'est plus d'accord. Je n'ai jamais eu ce genre de problème, et il n'y a même pas eu cette situation. Quand le président a décidé, a dit aux Sénégalais en 2007 que je n'étais pas éligible pour un 3e mandat, en 2012 je suis out, c'est cela que nous avions tous retenu. En 2009, en septembre, 2 ans et demi avant les élections, quand il a dit je vais me représenter, honnêtement, moi comme tous les leaders politiques de ce pays, nous avons pensé quelque part que c'était encore un des petits coups de bluff politico-médiatique du président, mais qu'il ne prenait pas très sérieusement cette affirmation. Et quand maintenant nous avons compris que le président avait effectivement décidé de violer la constitution du Sénégal et de briguer un 3e mandat, auquel il sait lui-même qu'il n'a pas droit, parce que c'est lui qui nous l'a expliqué. Nous qui n'étions pas des juristes ou des constitutionnels, c'est lui qui nous a expliqué comment il a verrouillé les mandats à 2 et qu'il ne peut plus avoir un 3e mandat. Alors, s'il change d'avis, pourquoi nous, on devrait changer d'avis avec lui? Je ne suis pas d'accord. Et j'ai mené un combat, encore une fois, pour la défense de l'image de mon pays et pour préserver la paix dans mon pays. J'ai reproché à la communauté internationale que dans le cadre de la prévention des conflits, que je connais très bien, prévention et résolution des conflits, ils sont plutôt amenés à se consacrer à la résolution des conflits qu'à la prévention des conflits. On regarde, on laisse venir la Côte d'Ivoire qui n'avait pas vu le début de ce conflit et là où ça allait mener les Ivoiriens. C'est 3 000 ou 4 000 morts après qu'on a apporté une solution. Et nous, même sur la crise ivoirienne, nous sommes intervenus. Bon, ce n'est pas la peine d'insister trop sur ces questions, mais ce que nous avons toujours pu faire en Afrique pour défendre la paix et la stabilité de nos pays, nous l'avons fait pour la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, pour Madagascar. Et pourquoi on me reprocherait de le faire pour mon propre pays, le Sénégal? C'est ce que j'ai fait. Au point d'aller ternir l'image de son président. Voilà. Alors, mais vous, au moins, vous avez bien parlé, parce que le président parle de ternir l'image du Sénégal. Parce que oui, lui, c'est lui qui est à la tête du Sénégal. Mais ça ne fait pas de lui le Sénégal. Ouais. On ne dira pas que Wade égale Sénégal. Non. Le président Wade est un serviteur du Sénégal. Comme nous on dit dans notre mouvement politique citoyen. Donc moi je dis son image est celle du Sénégal. Attendez, du Borom Réumi, du Tout Réumi là. Ok, il dirige le pays, mais le pays ne lui appartient pas. Le Sénégal, c'est pas Abdoulaye Wade. Le Sénégal dépasse non seulement Abdoulaye Wade, mais Senghor, Abdou Diouf, tous les Sénégalais mis ensemble
notre pays les dépasse parce que ce pays appartient aux générations futures des Sénégalais qui ne sont même pas encore nés. Donc sur ce point, nous ne sommes pas d'accord, vous et moi. Dire, et encore une fois, quand nous allons défendre notre point de vue, nous expliquons à nos amis de la communauté internationale, voilà la situation que nous avons au Sénégal. Si vous êtes des amis du Sénégal, vous devez intervenir pour engager la discussion, non seulement avec nous, mais aussi avec le président. Nous devons chercher une solution avant qu'on arrive à la catastrophe. Nous avons le droit de le faire, Omar. Et encore une fois, comme je l'ai dit plusieurs fois et je le répète, Baratal est témoin, Aluntine est témoin, Kati Sissé, Wan est témoin. Nous avons toujours commencé nos discours par le fait que nous ne sommes pas venus vous demander de venir au Sénégal régler notre problème. Le peuple sénégalais, le 23 juin, a montré qu'il sait régler ses problèmes. Mais nous allons vers de graves dangers. Et la décision du Conseil constitutionnel, et là j'ai adoré la formulation du Congrès américain. On dit que c'est 4 congressmen, c'est pas vrai. C'est le Congrès américain, de façon non partisane, républicain comme démocrate, du Sénat comme de la Chambre, qui ont adressé une lettre au président du Sénégal et qui ont dit toute leur admiration pour ce que notre pays a fait, pour ce que le président Wade a contribué et tout ça, et qui lui ont dit, Monsieur le Président, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel du Sénégal, validant ou invalidant votre candidature, votre seule candidature est un danger pour le Sénégal et pour la démocratie en Afrique. Mais ça, ce sont des individualités qui l'ont dit. Non, non, vous n'avez pas encore compris. J'ai insisté, mais vous refusez de comprendre. Non, 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 mais j'insiste sur ce point. Le Congrès américain fonctionne comme ça. Un congressman, pour vous adresser une lettre, il signe. Il signe, ça n'engage que lui. Mais ce qu'on appelle aux États-Unis une lettre bipartisan, c'est-à-dire une lettre qui n'est pas non partisane. C'est-à-dire la Commission des affaires étrangères du Sénat, la Commission Afrique du Sénat, la Commission Afrique de la Chambre des députés. Les deux commissions sont mandatées par les deux institutions pour prendre une position sur le Sénégal. Ils font une lettre signée par les responsables de ces deux commissions, républicains comme démocrates, Sénat comme Chambre des députés. Et ils adressent cette lettre au président du Sénégal. Donc ce n'est pas une histoire d'individualité. Si le Congrès américain n'était pas d'accord avec une telle lettre, elle n'aurait pas lieu. Donc cette lettre est venue représenter le point de vue du Congrès des États-Unis. Et ce n'est pas le Congrès des États-Unis qui règle le problème au Sénégal, qui penche un débat au Sénégal. Le président Wade a fait une erreur peut-être plus importante, si certains pensent que c'est le Congrès ou une institution quelconque, c'est qu'il a fait venir des experts internationaux pour venir dire aux Sénégalais comment lire et comprendre leur constitution. Mais vous avez vu le phénomène de rejet immense qu'il y a eu par rapport à ce séminaire qui n'honore pas le Sénégal. Nous avons parmi la meilleure expertise constitutionnelle, juridique dans tous les secteurs du monde, parmi la meilleure ici au Sénégal. Peut-être que nos amis français un jour auront besoin de consultations sur les questions constitutionnelles. Avec cette expérience et cette épreuve que nous vivons, ils vont certainement solliciter la compétence des Sénégalais. Nous n'avions pas besoin de ce séminaire-là. Et ça n'a rien changé dans la donne. La question qui est posée, c'est que est-ce que le président Abdoulaye Wade, qui nous a expliqué et donné les raisons pour lesquelles il ne peut pas se présenter, acceptera de se conformer à son propre discours, à sa propre lecture de la Constitution, qui n'est pas la lecture de n'importe qui. Moi, je peux me tromper, je peux changer mon avis sur ce que j'avais compris, mais lui n'a pas le droit. C'est lui, vous l'avez dit, qui porte la parole du Sénégal. C'est lui qui lève la main, regarde les Sénégalais dans les yeux pour leur dire « je prête serment ». Et je prends l'engagement de défendre la Constitution du Sénégal. D'accord. Ça lui donne une responsabilité différente de la mienne. Mais quand même, dès l'instant qu'il prend l'engagement de respecter la décision du Conseil constitutionnel, où est l'utilité de ce combat que vous menez? Est-ce que vous ne devrez pas, vous, le suivre dans cette logique-là, de se soumettre à une éventuelle décision du Conseil constitutionnel? Non, attendez. On a expliqué plusieurs fois pourquoi on ne peut pas le suivre dans cette approche. Il y a d'abord le problème des institutions en Afrique. Des institutions en Afrique. Rarement des institutions se sont dressées contre un chef d'État. Rarement. Deuxièmement, nous l'avons dit et redit et répété. Et c'est tellement inquiétant ce qui se passe. Comment est-ce que dans une démocratie, la majorité sortante peut présenter un candidat à problème qui est soumis au verdict du Conseil constitutionnel, qui peut être oui comme qui peut être non? Et si le Conseil constitutionnel dit non à la candidature du président Wade, on va aller aux élections du 26 février sans que la majorité sortante ait un candidat. Est-ce que vous trouvez que dans une démocratie, cela a du sens? Et certains jeunes de son parti ont dit
que si le Conseil constitutionnel invalide la candidature du président Wade, nous rendrons le pays ingouvernable.